Et on démarre. Donc, le TD d'aujourd'hui, donc c'est... alors, pardon, j'ai oublié un petit détail. Je vais partager mon écran. Donc ça va être celui-là. Donc j'attends que vous vous connectiez. Ah, il y a une personne qui n'est pas connectée dessus encore. J'ai l'impression que vous avez l'air d'être un peu plus nombreux que ça. Ça y est. Donc, le TD d'aujourd'hui, donc c'est un TD sur la transmission d'informations, et donc on va se focaliser sur les modulations analogiques. Et donc on va en traiter deux, axés autour de la radio. Donc les radios AM en grandes ondes, puis les radios FM. Donc le début du TD, ça sera sur la modulation d'amplitude, en fait l'analyse des performances que l'on peut attendre d'une modulation AM avec les fréquences allouées pour différentes stations qu'on peut capter en France. Donc le tableau, je l'ai déjà donné dans le cours. La première des stations, c'est France Inter, 162 kHz. Ensuite, Medi 1, donc qui doit être captable dans le sud de la France, mais vraiment in extremis, très probablement, parce que l'émetteur, en fait, il est au Maroc. Hein. Ensuite Europe 1, BBC4, donc là c'est en Angleterre, donc là c'est l'inverse, on ne doit pas pouvoir capter cette radio-là dans le sud de la France, RMC Info et RTL. Et donc à chaque radio sa fréquence porteuse, et donc sur la base de cette information, on va analyser ce que l'on peut attendre en termes de performance pour les différentes radios. Donc la première question, bah, c'est tout simplement calculer l'intervalle entre les différentes stations. Donc bon, voilà, c'est une question toute bête. Hein. Entre les deux premières, bah, vous avez 9 kHz d'intervalle. Entre les deux suivantes, c'est 12 kHz. Entre les suivantes, c'est 15 kHz. Et ensuite, vous avez 18 kHz. Et encore une fois, 18 kHz. Et donc c'est ce delta qui existe entre les différentes radios qui va donner de la place pour faire passer des messages, et on va faire des calculs d'occupation spectrale d'une modulation d'amplitude pour voir quel est le maximum d'espace que l'on peut occuper et en déduire la fréquence maximale du message que l'on va pouvoir faire passer. Donc le but étant de montrer qu'à la fin, bah, les radios en grandes ondes n'ont pas des performances extraordinaires, déjà de base parce que les, les bandes de fréquences allouées par station de radio sont trop faibles pour que le contenu spectral soit assez riche pour couvrir tout le spectre audible. Donc là, la première question, c'était juste ça. Donc la question suivante, donc là, c'est vraiment un calcul de spectre occupé par une modulation d'amplitude. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous arrivez à lire ce qui est écrit, que c'est pas trop flou? Alors l'équation doit être floue. Hein. Enfin, les équations elles sont assez pixelisées, donc je vais les lire. Vous avez Vp de t égale Vp max cosinus 2 pi fpt plus phi p, et Vm de t qui vaut Vm max facteur de 1 plus k mod cosinus 2 pi fm t plus phi m. Et donc ce qui est indiqué après, c'est fp supérieur à fm, et donc on va préciser, d'ailleurs normalement c'est très supérieur à fm. Et la deuxième information, c'est que k mod est inférieur à 1. Alors ça pourrait être inférieur ou égal, mais donc là on considère que c'est inférieur à. Donc est-ce que vous pouvez me confirmer que vous arrivez à lire à peu près, au moins le texte quand même?
Oui, c'est bon. Oui, oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc, la question, c'est montrer que le spectre du signal de sortie du modulateur Vx de t égale Km fois Vp de t fois Vm de t présente un spectre à 3 raies. Avec 3 fréquences qui sont indiquées. Donc là, pour alléger les notations, donc là je vais noter petit a l'argument de Vp et petit b l'argument de Vm. Donc ça va raccourcir l'écriture du résultat. Donc vous avez Vx de t qui est égal à Km fois, donc Vp je l'écris directement, ça va faire gagner un peu de temps, Vp max cosinus A fois Vm, donc qui vaut Vm max facteur de 1 plus K mod cosinus B. Alors d'ailleurs, au passage, hein, le Vm max, c'est un peu abusif de l'appeler Vm max. C'est pas vraiment l'amplitude de Vm, c'est l'amplitude moyenne de Vm. Parce que donc son amplitude, elle va être modulée. euh, donc on a un terme constant qui vaut Vm max. Et ensuite, on va avoir une oscillation autour. Donc en fait, c'est la valeur moyenne. Donc une fois qu'on a ça, bah, il faut développer. Donc on va avoir Km, Vp max, Vm max, cosinus A. Donc là, c'est le développement avec le 1, plus Km, K mod, Vp max, Vm max, cos A, cos B. Donc là, en fait, avec ce résultat-là, en fait, le premier terme, on a déjà identifié le terme de fréquence Fp. C'est une sinusoïde d'amplitude Km, Vp max, Vm max, cosinus A. Et le A, en fait, c'est 2pi f pt plus phi p. Et donc, la fréquence de ce cosinus, c'est Fp. Fp. Et en ce qui concerne le cos A, cos B, ici, il y a une réécriture à faire. Donc, je vous rappelle des formules de trigonométrie. Cos A plus B. Donc là, j'écris petit, j'espère que c'est encore lisible. Parce que, bon, j'ai dilaté au maximum sur mon écran. Apparemment, ça joue. Sur le Discord, quand une fenêtre est réduite, c'est pas très lisible, mais quand elle est agrandie, ça l'est. Donc on a ces deux résultats de trigonométrie. Et si on fait la somme, on va avoir cos A plus B plus cos A moins B est égal à 2 cos A cos B. Et donc ce qui nous intéresse, c'est cos A cos B. Donc 1 demi de cos A plus B plus cos A moins B est égal à cos A cos B. Et donc c'est là que on peut réécrire. Alors j'ai plus de place sur ce slide là, mais normalement j'en ai prévu un autre après. C'est la même question. Vx de t, donc c'est le premier terme, je le réécris. Km Vp max, Vm max, cos A, plus Km, K mod, Vp max, Vm max, divisé par 2, fois, entre parenthèses, cos A plus B,
plus cos A moins B. Et donc je réécris ça, la fréquence c'est Fp. Et en ce qui concerne, donc là je le reporte ici, et en ce qui concerne le A plus B, la fréquence c'est Fp plus Fm, parce que donc l'argument A plus B c'est 2pi facteur de Fp plus Fm fois T plus Φp plus Φm, donc le terme devant le temps, devant T, c'est 2pi facteur de Fp plus Fm, donc la fréquence c'est Fp plus Fm. Et donc Fp plus Fm, c'est pas la bonne couleur. Voilà. Et le dernier terme en A moins B, la fréquence c'est Fp moins Fm. Et donc on a bien identifié les trois termes que l'on peut reporter graphiquement, hein, quand qui dit spectre dit normalement représentation. Donc le Vx de t, quand on le représente de manière spectrale, on va avoir donc trois raies, une à la fréquence Fp d'amplitude Km Vp max Vm max, et ensuite deux raies, non je sais plus les couleurs, bon, une chance sur deux. De toute façon, ce qui est important, c'est de noter que les deux raies latérales, elles sont symétriques autour de Fp, à Fp plus Fm et Fp moins Fm, et avec une amplitude qui vaut Km, Kmod, Vp max, Vm max sur 2. Donc ça, au passage, si on le note x, en fait, ce qu'on peut écrire, c'est que de manière raccourcie, l'amplitude des deux raies latérales, c'est Kmod fois x sur 2. Or, Kmod est inférieur à 1, ce qui explique pourquoi j'ai fait deux petits traits qui sont qui atteignent pas la moitié de la hauteur de la raie centrale. Jusque là, ça va? Oui. Oui. Oui, oui. Ok. Donc là, c'est une approche donc de spectre monolatéral. On fait des calculs de trigonométrie avec des signaux réels. Et donc on va y revenir avec une approche bilatérale et on va faire des calculs en complexe. Mais donc ce seront des résultats qui seront totalement équivalents. Donc justement là on va commencer simple avec le spectre bilatéral. On vous demande de tracer le spectre monolatéral puis bilatéral d'un signal sinusoïdal de fréquence f et d'amplitude a. Donc là je pose un signal s de t qui vaut a fois, alors sinusoïdal ça peut être un cosinus ou un sinus. Bon, admettons que ce soit un sinus. 2 pi f t. Et puis je peux avoir une phase à l'origine différente de 0. Donc plus phi 0. Au niveau spectral en monolatéral, c'est simple, hein, on a directement l'écriture qui va bien. Donc si ça, je fais un trait rouge pour indiquer que on trace un S de F en monolatéral, c'est une raie d'amplitude A à la fréquence F. Donc ça c'est immédiat en monolatéral. En bilatéral,
Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de définir des fréquences positives et des fréquences négatives. En fait, le bilatéral, ça s'appuie non pas sur des sinusoïdes, mais sur des exponentielles j 2 pi f quelque chose fois t. Et donc, dès qu'on a une une exponentielle avec une certaine fréquence, eh bien, on va avoir une certaine amplitude. Et donc, on trace une raie par terme de type exponentiel. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réécrire la fonction sinus à l'aide de la formule de l'air qui, je vous rappelle, est ceci. Bon, c'est un peu tassé, mais donc vous avez deux exponentielles avec des arguments qui sont opposés, exponentielle j de pi f t plus phi 0, donc là il manque une parenthèse d'ailleurs, c'est j facteur de tout ça, et puis l'autre c'est moins exponentielle de moins j facteur de tout ça à nouveau, de pi ft plus phi 0. Et donc quand on trace un spectre, de toute façon on trace un module de chaque composante. Donc que ce soit a sur 2j ou si ça avait été avec une fonction cosinus, ça serait a sur 2 tout simplement, et ça aurait été une somme et pas une différence. Ça n'aurait rien changé. Le fait qu'on fasse avec un sinus ou avec un cosinus, le spectre en module ne change pas. Donc là, je vais le tracer en vert, S de F en bilatéral. Vous avez une raie à la fréquence plus f et une raie à la fréquence moins f, et l'amplitude de ces deux raies c'est a sur 2. Donc en fait, quand vous voulez passer d'un spectre monolatéral à un spectre bilatéral, en fait vous devez dupliquer les raies que vous avez aux fréquences positives aux raies opposées et diviser les amplitudes par 2. Et puis quand vous voulez revenir d'un spectre bilatéral à un spectre monolatéral, vous faites l'opération inverse. Vous effacez la partie fréquence négative et vous multipliez les amplitudes par 2. Alors là comme ça peut ne pas vous présenter d'intérêt, mais le fait est que pour analyser ce qui se passe en modulation d'amplitude, le fait de traiter des spectres bilatéraux, ça simplifie les calculs et ça permet de simplifier le, la compréhension de ce qu'on fait. C'est exactement le même principe que quand on fait des études de circuit en régime sinusoïdal. On a des signaux réels sinusoïdaux et on passe de manière fictive à des exponentielles complexes et on fait des calculs en complexe et à la fin on revient dans le domaine réel. Et là c'est le même principe, c'est exactement la même chose en fait. Alors pourquoi ça a un intérêt pratique, c'est que quand je vous ai dit en cours que faire d'une modulation d'amplitude, ça revenait à translater le spectre du signal que l'on module, et bien là par exemple le signal S de F, si je le module avec une fréquence porteuse Fp, et bien je vais translater le moins F plus Fp et le plus F plus Fp, et donc l'arrêt à fréquence négative peut, une fois qu'on lui a ajouté Fp, devenir positive. Donc ça crée des fréquences qui deviennent réelles, qui ont une vraie signification au sens classique du terme de fréquence positive. Donc voilà, c'est juste un outil de calcul commode. Donc voilà pour la réponse à cette question sur un signal simple. Et donc maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de refaire le calcul du spectre de Vx de t en bilatéral. Alors, soit vous avez compris l'astuce, et donc il suffit de reprendre le spectre initial, de diviser les amplitudes par 2 et de mettre des raies aux fréquences négatives. Donc on peut exactement comme précédemment faire les calculs
en posant A et B. Donc A c'est 2pi fp t plus phi p. B c'est 2pi fm t plus phi m. Donc là ce sont des fonctions cosinus. Donc sous forme de l'air on va avoir Vx de t égale à Vp max sur 2 fois exponentielle JA plus exponentielle moins JA fois Vm max facteur de 1 plus K mod sur 2 fois exponentielle JB plus exponentielle moins JB. C'est exponentielle moins JA, monsieur? Vous avez écrit exponentielle moins J. Moins JA, oui. Hop. Moins JA. Voilà. Et donc après, on développe. Donc c'est en blanc, c'est peut-être plus lisible. Vx de t. Donc là, et puis il manque le Km aussi. Km. Donc on va avoir du Km Vp max sur 2 fois Vm max fois ce exponentiel JA plus exponentiel moins JA. Qui va être à part. Plus, et donc là, il va falloir faire rentrer tout ça dans la parenthèse avec le Kmod. Donc on va avoir du Km, Kmod, Vp max, Vm max sur 4 fois exponentielle JA plus exponentielle moins JA. Un point, ça va pas ça. Voilà. Fois exponentielle JB plus exponentielle moins JB. Donc là, vu que c'est des écritures un peu lourdes et que j'ai pas beaucoup de place, donc là je vais noter ça. En fait, le Km, Vp max, Vm max, pour reprendre la notation que j'avais introduite précédemment, c'est x. Donc x sur 2. Et ici, je vais avoir du Kmod x sur 4. Et donc en développant, ça va faire du x sur 2 fois exponentielle JA plus exponentielle moins JA, donc ça j'y touche pas, plus Kmod x sur 4, facteur 2, et donc là il faut développer tout ce qu'il y a dans les deux parenthèses, exponentielle de JA fois exponentielle JB, ça fait exponentielle de JA plus B, plus exponentielle de JA fois exponentielle de moins JB, ça fait exponentielle de JA moins B, plus exponentielle de moins JA fois exponentielle de JB. Donc là, je vais écrire exponentielle de moins J facteur de A moins B. Que de moins par moins, ça fait plus. Donc c'est bien plus JB. Plus exponentielle de moins JA fois exponentielle de moins JB. Ça fait bien exponentielle de moins JA plus B. Donc voilà. Alors, j'ai jamais essayé. Tiens, je vais essayer de faire ça. Faire un copier-coller. Ou l'assaut. CTRL C. CTRL V. Et en plus ça marche. Donc, ça m'évite de le réécrire. Donc ça c'est Vx de t. Et donc là, il faut identifier les fréquences. Donc le exponentiel JA, la fréquence,
bah, c'est la fréquence de A, c'est fp. Celui-là, bah, moins A, sa fréquence, c'est moins fp. La fréquence de exponentielle de JA plus B, la fréquence c'est fp plus fm. La fréquence de exponentielle de JA moins B, c'est fp moins fm. Celle-là, bah, c'est l'opposé de ça, donc c'est moins fp plus fm. Et la dernière, c'est moins fp moins fm. Donc là, j'ai peut-être fait l'économie d'un slide, probablement. Donc il y en a un qui me servira à rien. Donc si je fais le tracé du Vx de f bilatéral, je vais avoir une raie à la fréquence fp et une raie à la fréquence moins fp qui ont la même amplitude qui est x sur 2. Et en ce qui concerne les raies qui a de part et d'autre à chaque fois, on va avoir une raie là, une raie là, une raie là, une raie là. Elles ont toutes la même amplitude qui est k mod x sur 4 à la fréquence fp plus fm à fp moins fm à moins fp plus fm et à moins fp moins fm ici. Et au passage, bah, si on revient au slide où il y avait le spectre monolatéral correspondant, donc vous avez x sur 2 et k mod x sur 4, et ici vous avez x et k mod x sur 2. Donc il y a bien un facteur 2 entre les deux représentations au niveau des amplitudes des raies. Et donc là encore, ça n'a pas changé, le k mod x sur 4 est, quoi qu'il arrive, plus petit que la moitié de x sur 2 parce que k mod est inférieur à 1. Donc voilà ce que l'on peut dire du spectre bilatéral de notre signal modulé. Et donc au niveau graphique, qu'est-ce que ça donne? Bah, en fait, le signal que l'on... enfin, le modulant, son spectre, c'est un spectre de raies exactement comme ça, hein. On a en bilatéral une sinusoïde plus un terme continu, on va avoir une raie à la fréquence nulle, plus deux raies aux fréquences plus FM et moins FM. Donc en fait, c'est ce motif-là, mais centré autour de 0. Et quand on fait une modulation, bah, ça revient à déplacer ce spectre autour de FP et autour de moins FP, parce qu'on fait de toute façon toutes les opérations en miroir. Donc une modulation d'amplitude, c'est égal à une translation spectrale. Et ça, c'est vraiment important pour bien comprendre ce qui se passe, surtout quand on doit faire l'opération inverse. La démodulation, le spectre étant de plus en plus riche, c'est quand même plus simple de se faire une image qui est on translate le spectre plutôt que de se relancer dans des calculs de produits d'exponentiels ou des produits de cosinus et de sinus, parce que c'est des calculs un peu lourds et plus il y a de termes, plus c'est fastidieux. Quand on fait une analyse spectrale, il y a juste à se souvenir de ça. Donc c'est nettement plus simple. Donc là j'avais prévu un slide de plus, mais j'en ai pas besoin. Donc là on a répondu à la question 2-4. Et donc on va passer à la question suivante. Rappelez la gamme des fréquences audibles pour les ondes acoustiques. Donc là c'est une question que je vous pose.
C'est environ de 20 Hz à 20 kHz. Voilà. Et donc, pour la limite haute, ce qu'on considère généralement, c'est 20 kHz, même si en pratique, c'est un peu moins. Donc là, je n'ai pas indiqué la fréquence basse, parce que dans ce qui nous occupe, c'est pas tellement important, même si le fait qu'on ait une limite basse, c'est utile pour pouvoir se servir de du petit espace présent pour transmettre d'autres informations. Ça, je l'ai évoqué peut-être en cours, où je l'ai évoqué avec vos collègues en TD, je me rappelle plus. Et donc pour France Inter, la porteuse à 162 kHz, elle est modulée pour transmettre l'heure, parce que même si on occupe quelques hertz autour de cette fréquence porteuse, bah, ça ne gêne pas le contenu audio, parce que entre la fréquence porteuse et la fréquence porteuse plus 20 Hz et la fréquence porteuse moins 20 Hz, normalement il n'y a rien. Et donc on peut se servir de ce petit espace pour transmettre des informations. Alors, avec un rythme assez faible, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais pour transmettre l'heure, pour recaler l'heure d'une horloge radiopilotée, c'est largement suffisant. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a répondu à cette question, en considérant un signal modulant sinusoïdal de fréquence en limite haute du spectre audible, donner la largeur de la bande de fréquence occupée par une porteuse modulée en amplitude par ce signal. Bah là, il faut reprendre le résultat des premières questions. Le spectre monolatéral, c'est ça. La bande occupée, c'est ça. Tout simplement. Donc la bande occupée, c'est vraiment la bande en monolatéral, hein. Il ne faut pas raisonner en bilatéral et considérer que la bande occupée, ça va de FP plus FM à moins FP moins FM. Ça serait faux de dire ça. Et donc la bande occupée, c'est bien la fréquence la plus petite côté fréquence positive et la fréquence la plus petite côté fréquence et la fréquence la plus haute côté fréquence positive. On calcule leur différence. Et donc là, c'est bien 2 fois Fm. Donc, bah, si c'est 2 fois Fm, si Fm égale à 20 kHz, ça donne une bande occupée égale à 40 kHz. Et donc 40 kHz centré autour de la fréquence porteuse. Donc ça voudrait dire qu'il faut 20 kHz là et 20 kHz là. Et donc ça, c'est vraiment la bande occupée par une radio. Donc si vous avez une radio à côté, elle va occuper la même chose. Et donc ce qu'il ne faut pas, donc ça c'est OK. Par contre, si on avait ce comportement-là, là très clairement, on a un... j'ai plus assez de couleurs. Mince. Là on a un problème. On a un chevauchement des deux informations émises par les deux radios. Donc c'est interdit. Il faut éviter ce problème-là. Et pourquoi, monsieur, des fois, quand on cherche une radio manuellement, on peut entendre deux radios en même temps? Deux radios qui se chevauchent. Eh ben, c'est pas normal, c'est un Ah, c'est pas problème. normal, hein, ok. Oui. Bah, de toute façon, hein, quand vous allez avoir deux signaux analogiques qui occupent le même contenu spectral, il n'y a aucun moyen de les séparer l'un de l'autre. Donc ça, on en reparlera dans le cours la semaine prochaine. En analogique, il n'y a pas 36 manières de faire ce qu'on appelle du multiplexage. Pour transmettre plusieurs informations en même temps, il faut qu'elles occupent des gammes de fréquences distinctes. Ça, c'est la première solution.
La deuxième solution, si on ne peut pas avoir des fréquences distinctes pour deux informations, on ne peut pas les transmettre en même temps. Donc là, ce qu'on fait, c'est du multiplexage temporel. Typiquement, la CB. Vous parlez et l'autre écoute, et après, vous arrêtez de parler, vous écoutez ce que l'autre vous dit. Donc ça s'appelle du multiplexage temporel. Dans le vocabulaire des transmissions numériques, on parle de half duplex ou de full duplex. Le vocabulaire numérique également, c'est pour la modulation fréquentielle, on appelle ça du multiplexage fréquentiel, on appelle ça de la FDMA, pour Frequency Division Multiplexes, donc littéralement accès multiple par multiplexage par division fréquentielle, pardon. De TDMA pour le multiplexage temporel, donc on divise le temps, et donc chaque émetteur se voit allouer une tranche temporelle. Et donc c'est les deux seuls moyens que l'on peut exploiter en analogique. En numérique, il y a une troisième technique qu'on appelle CDMA. C'est multiplexage par codage. Et donc là, on peut transmettre deux informations simultanément, donc en même temps, dans la même gamme de fréquences. Pour arriver à séparer les informations, en fait, au niveau de l'émetteur, on les code avec une clé de codage. Et au niveau du récepteur, si vous voulez récupérer un message particulier, il faut utiliser une clé de décodage qui est la même que la clé qui a été utilisée au moment du codage. Et par les bonnes propriétés mathématiques de ces codes, de ces clés de codage, qui sont orthogonaux au sens d'un certain produit scalaire. Je pense pas que j'aurai le temps d'en parler. Il y a des slides qui sont prévus dans le cours, mais le temps est un petit peu limite. Déjà au cours précédent, j'ai débordé, donc je suis pas certain d'avoir le temps d'en parler. Mais donc il y a des techniques qui permettent de récupérer les informations comme ça. Donc en radiophonie mobile, c'est une technique qui est employée. Des codes orthogonaux. La norme UMTS a priori utilise ça. Donc, D'accord, merci. pour cette question-là, je pense que j'y ai répondu. Monsieur, j'avais une autre question. Oui. Parfois, quand on change de radio, on va sur la radio juste d'avant et on entend la bonne radio, mais avec un son, avec pas un bon son, et ensuite on passe sur une bonne radio. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans l'intervalle, mais on n'est pas exactement à FP? Ah de toute façon, pour la, alors j'imagine que de toute façon c'est en grande zone que, c'est pas en grande zone que vous écoutez la radio. J'imagine que c'est en FM. Oui. La FM, on utilise classiquement une PLL pour se verrouiller, enfin pour démoduler, et ça, vous avez pu vous en apercevoir quand j'ai fait la démonstration du logiciel GNU Radio. On commence à entendre la radio, et c'est pas de manière optimale, et ça s'améliore au fur et à mesure que on se rapproche de la bonne fréquence porteuse. Alors le logiciel, de toute façon, il simule un comportement de PLL. Ça se verrouille pas instantanément, une PLL. C'est un petit peu délicat de savoir comment ça fonctionne pour améliorer les choses, mais c'est pas instantané. Et la radio, hein, de manière générale, c'est pas parce que vous êtes pas pile à la bonne fréquence que ça marche pas. Ça se dégrade. C'est le cas aussi pour les modulations en grandes ondes. On fait de la démodulation de radio. Donc là, il y a les spectres que je vous ai montrés, ils sont symétriques par rapport à la porteuse.
vous avez aussi des techniques qu'on appelle BLU, j'en ai parlé très rapidement, où on efface une des deux bandes latérales et on n'en garde qu'une. La réception de ce genre de radio est un peu délicat. Si vous n'êtes pas à la bonne fréquence porteuse, ce qui va se passer, c'est que vous entendez bien la radio, parce que votre porteuse elle est quasiment synchrone avec la porteuse utilisée à l'émetteur, mais au fur et à mesure que le temps s'écoule, il y a un déphasage qui s'introduit, et en fait, les formules de trigonométrie, vous allez avoir un cos θ avec un θ qui varie très très lentement, et donc qui va varier de 1 jusqu'à 0 quand vous êtes en quadrature, quand vous allez avoir des déphasages de 90 degrés, et donc en fait le signal apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, continuellement si vous n'êtes pas pile sur la bonne fréquence. Donc la démodulation, même quand vous n'êtes pas à la bonne fréquence, ça marche, mais pas bien. D'accord, merci. Voilà. Alors, donc d'après les largeurs des bandes de fréquence entre stations établies à la question 2.1, est-il possible d'obtenir un son parfaitement restitué en radio grandes ondes? Donc là, c'est assez rapide de voir que ça va pas être possible. Entre les fréquences porteuses, vous avez de 9 kHz à 18 kHz au maximum entre les deux dernières stations. Il faut bien voir que une station, elle occupe une bande qui vaut 2 fois la fréquence modulante autour de la fréquence porteuse. Et celle d'à côté, c'est pareil. Donc en fait, la bande qui est nécessaire entre deux stations, bah c'est 2 FM. Entre une fréquence porteuse FP1 et une fréquence porteuse FP2, il faudrait 2 FM, c'est-à-dire 40 kHz. Bah même dans le cas le plus favorable, c'est pas suffisant et on en est même loin. Et dans le cas le plus défavorable, on en est très loin. Donc très clairement c'est non. Et donc sinon, quelle est la limite haute de fréquence restituable dans le cas de la pire station ou des pires stations? Bah, c'est ces deux-là en fait. On a 9 kHz. Et donc, c'est égal à 2 fois... c'est pas 2B, c'est 2 FM. Donc, FM égale 4,5 kHz. Ça veut dire que le son le plus aigu que vous pouvez espérer transmettre dans ces radios-là, c'est 4,5 kHz. Et encore, ce sera même légèrement en dessous, parce que donc il va falloir mettre en œuvre un filtre pour éviter de déborder sur la bande d'à côté, et donc un filtre ça n'est pas idéal, ça coupe pas à une fréquence, enfin ça laisse pas passer une certaine fréquence et un delta tout petit, enfin une fréquence légèrement supérieure, il n'y a plus rien, ça n'est pas possible. Donc il y aura nécessairement une atténuation plus forte que ça. Oui, donc là en fait il y avait des slides. J'avais pas besoin de l'écrire. Donc
là, le 4,5 kHz, ça correspond à une répartition équitable de la bande disponible entre les deux stations, ce qui est de toute façon le plus raisonnable, parce que si vous en favorisez une, vous allez dégrader l'autre, et donc le pire cas sera pire que ça. Donc le 4,5 kHz, c'est ce qui permet d'avoir le pire cas, le moins pire. Donc la conclusion, c'est clairement, les grandes ondes, telles qu'elles sont utilisées là, ne permettent pas de restituer un son de très bonne qualité. 4,5 kHz, même 4 kHz, c'est suffisant pour transmettre la voix. C'était classiquement la bande de fréquence allouée pour la voix pour le téléphone avant le passage au numérique. Donc ça permet de comprendre de manière parfaitement claire ce que dit quelqu'un. Par contre, ça peut être problématique pour reconnaître la voix de quelqu'un. On peut avoir du mal à reconnaître la voix de quelqu'un au téléphone. Enfin, on pouvait avoir du mal à reconnaître quelqu'un au téléphone. Et pour la radio en grande onde, c'est un peu le cas aussi. Alors, on pourrait se dire, c'est pas un problème intrinsèque à la modulation d'amplitude, hein. Le fait d'allouer des bandes de fréquences un peu trop étroites, c'est un choix. Mais il faut bien voir que de toute façon, c'est pas la peine d'essayer d'avoir des très bonnes performances avec la radio grande onde, avec la radio AM, pardon, tout simplement parce que les perturbations que vous allez avoir, le bruit dans une transmission, eh bien la modulation AM ne peut pas s'en immuniser, tout simplement parce que les bruits sont généralement de nature additive, donc vont se superposer au signal utile, et le signal AM, bah, c'est son amplitude qui porte l'information, donc forcément si vous rajoutez des termes parasites, eh bien ces termes parasites vont se retrouver dans le signal démodulé, ça c'est inévitable. Alors qu'en modulation FM, l'information étant portée par la fréquence, elle est moins sensible à ces effets de bruit. Bon, l'analyse du bruit dans les modulations, c'est un sujet un petit peu délicat, donc on va pas quand même rentrer dans les détails, mais il faut savoir que la modulation FM et la modulation PM aussi, hein, d'ailleurs, sont plus robustes vis-à-vis du bruit que les modulations d'amplitude. Alors, donc justement, on va maintenant s'intéresser à la modulation FM et on va traiter le cas des radios FM. Donc ça se trouve dans la gamme VHF. Je vous renvoie au cours pour vérifier que c'est bien 30 à 300 MHz. Et effectivement, les radios en FM, ça gravite autour des 100 MHz, un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc à titre d'exemple, je vous ai donné deux fréquences porteuses de radio qu'on peut capter sur Compiègne. Radio classique 88.5 MHz et Nostalgie 90.3. Petit détail qui a son importance pour les calculs. Pour les émissions radiophoniques, on parle parfois de modulation à large bande dans la mesure où l'indice de modulation MF est environ égal à 5. Alors, large bande, ça vient du fait que le MF a un impact direct sur la bande occupée. Donc la bande occupée, et la question qui vous est posée ici, ça, pour y répondre, il faut s'appuyer sur la formule de Carson que je vous ai donnée en cours. Donc je vous rappelle, une modulation de fréquence va pas vous translater le spectre du signal initial autour de la fréquence porteuse, mais il va vous déplacer le contenu spectral autour de la fréquence porteuse et il va aussi le modifier. Donc ça, c'est très compliqué à analyser, le spectre d'un signal modulé en FM, et dans les cas les plus simples, c'est déjà assez compliqué. Quand on module sinusoïdalement la fréquence d'une sinusoïde, on va avoir un sinus de sinus, et la décomposition en série de Fourier de ça fait apparaître des fonctions de Bessel de première espèce. Donc ça, je vous renvoie au cours écrit là-dessus. C'est pas très intéressant en soi parce que
avoir un message sinusoïdal, c'est pas un vrai message. C'est pas de l'information, une sinusoïde. Donc c'est un peu réducteur. Le seul intérêt que ça a, c'est que on peut vérifier a posteriori avec ce cas particulier que la formule de Carson fonctionne dans ce cas-là. Mais en soi, c'est même pas une preuve. Là, je vous demande de l'admettre. De manière empirique, on montre que l'essentiel de l'énergie contenue dans un signal modulé en fréquence occupe une bande B qui vaut 2 facteurs de 1 plus mf fois la fréquence modulante. Donc là, c'est en FM. Un rappel, B en AM, c'était 2 fois FM. Donc on voit tout de suite que on multiplie par un coefficient qui est supérieur à 1. Et même ici, ça sera 6 pour un MF égal à 5. Donc la FM occupe toujours plus de place que la AM. Ça, c'est un résultat qui est général. Et donc ici, on a tout ce qu'il faut pour faire le calcul. On a un MF égal à 5, donc 1 plus MF qui vaut 6, et on a un FM qui vaut 15 kHz. Donc je vous laisse faire l'application numérique. Que vaut B? « 12 fois 15 » 80. Ça a dû couper, j'ai pas eu tout le... Vous pouvez le redire? Ouais, 180. 180. J'ai entendu 80. 180 kHz. Donc la bande occupée est de 180 kHz pour un signal modulant de 15 kHz. Donc ça n'est pas 20. Mais donc je vous rappelle, quand je vous ai dit que les fréquences audibles c'était jusqu'à 20 kHz, je vous ai normalement dit aussi que c'était plutôt 17 en pratique. Donc 15, c'est pas loin de l'optimum. Et donc pour la AM, en AM, on aurait 30 kHz occupés. Donc l'inégalité, elle est bien respectée. On a bien B occupé par la FM qui est nettement supérieur à ce qu'on a pour de l'AM. Dans le cas des deux radios citées, y a-t-il un risque de superposition des spectres d'émission des deux radios, donc pour une bande passante audio de 15 kHz? Sinon, quelle est la bande passante théorique pour le signal utile? Donc, on avait 88 points que je retrouve 88.5 F en mégahertz et 90.3. Donc le delta entre les deux, ça fait allô allô 1,8. 1,8 MHz. Donc là, il n'y a pas besoin de sortir sa calculatrice pour répondre à la fin de la question. Vu que la bande occupée avec 15 kHz est de 180 kHz, si on dispose de 1,8 MHz, et donc là c'est toujours pareil, hein, la radio 1 va occuper
une bande B comme ceci de manière symétrique. Donc ici on a B sur 2. Et l'autre station fait la même chose ici et occupe la même bande. Il n'y a pas de raison que ça occupe une bande de taille différente, B sur 2. Donc entre les deux stations, ça c'est bien égal à B. Donc si B vaut 1,8 MHz, ça veut dire que la fréquence FM est de 10 fois ce qu'on avait au départ. Donc on avait 15 kHz, ça occupait 180 kHz de bande de modulation. Et donc, vu qu'on a 10 fois plus de disponibles, on peut faire passer 10 fois plus. 150 kHz. Alors ça peut vous sembler bizarre quand même, non? 150 kHz pour du son, mis à part pour les chauves-souris, il n'y a pas grand monde qui va en profiter. Mais donc ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que je vous ai parlé dans le cours de la stéréo, je vous en ai parlé dans le TD sur le filtrage. D'ailleurs dans le TD sur le filtrage, je vous ai montré un synoptique de récepteurs radio FM stéréo en vous disant qu'il y avait des filtres dedans qu'on allait étudier et que la compréhension générale de ce récepteur ne viendrait qu'à la fin du semestre. On y est. Et donc le fait est que le contenu stéréo occupe une bande de fréquence au-delà de 15 kHz. Mais pas jusqu'à 150 kHz. Donc en fait on a un contenu spectral qui va jusqu'à 38 plus 15 kHz pour le contenu audio stéréo. 38 plus 15, ça fait pas 150. Donc il y a un peu de marge, de toute façon ça c'est clair. Mais aussi il y a encore d'autres informations qui sont contenues dans une radio FM stéréo. En fait vous allez avoir le son monophonique plus le son stéréophonique plus des informations numériques, en particulier le nom de la station, éventuellement le nom de l'émission qui est diffusée au moment en question, et des informations liées au système RDS, la recherche de stations. Quand vous captez une radio en FM, la fréquence porteuse qui vous est indiquée là dans le sujet, c'est pour Compiègne, mais ces fréquences-là ne marchent pas partout en France. La fréquence d'une radio, elle est allouée par zone géographique, et des zones assez petites. Donc, tout simplement parce que en fait, ces fréquences-là ne portent pas très loin. Donc il y a des stations, on va dire à l'échelle départementale, je ne saurais même pas vous dire la portée en fait des émetteurs en question. Et donc quand vous êtes chez vous, il n'y a pas de souci particulier, vous réglez la station, un point c'est tout. Mais quand vous êtes en voiture, au moment où vous roulez, vous allez vous éloigner d'un émetteur et vous rapprocher d'un autre, ça c'est inévitable. Et donc on se dit astucieusement, ça pourrait être intéressant d'envoyer dans le message de la radio à un endroit donné les fréquences porteuses utilisées par la même radio dans les zones géographiques limitrophes, pour que au moment où on perd le signal, bien que la radio soit capable d'aller rechercher ailleurs pour voir si la réception n'est pas meilleure dans une zone gamme de fréquences et se raccrocher sur la station. Bon, le fait est que ça marche pas forcément de manière très très géniale, mais le principe est là en fait. Donc là, la question c'était juste de répondre à FM égale 150 kHz, et la raison d'être de cette fréquence aussi élevée, c'est pour transmettre plus d'informations que la simple audio, et même stéréo.
Donc justifier la différence d'ordre de grandeur de la fréquence porteuse en AM et en FM. Alors là c'est pas la justification, hein, mais c'est une des raisons. Donc B en AM c'est 2 fois FM, B en FM c'est 2 facteurs de 1 plus MF fois FM, et donc c'est supérieur à B en AM, quelle que soit la valeur de MF, qui est positive hein, de toute façon. Et voilà. Donc il y a une règle à respecter, c'est l'émission en bande étroite. On essaye, pour simplifier la réception et pour en garantir la bonne qualité, il faut avoir un ratio B sur FP petit devant 1. Donc il n'y a pas de secret. Si B augmente, ça implique qu'il faut augmenter FP. Donc par rapport à la AM, la bande occupée étant plus grande, il faut nécessairement, pour garder un même niveau de qualité, augmenter la fréquence porteuse. Donc là, le fait est que vous avez augmenté d'un facteur 6 la bande, mais au niveau de la fréquence porteuse, il y a quasiment un facteur, à peu près 1000 entre les fréquences porteuses utilisées. Donc ça n'est pas la seule règle qui fait qu'on choisit telle ou telle fréquence. Il faut aussi que les bandes de fréquences soient disponibles pour ce que l'on souhaite en faire. Très clairement, les bandes de fréquences entre les quelques centaines de kHz et la centaine de mégahertz, il y a d'autres utilisations qui sont faites de ces bandes de fréquences. Première chose. Puis deuxième chose, il y a aussi des bandes de fréquences qu'on évite pour certaines applications, tout simplement parce que le canal de transmission n'est pas propice à la propagation de certaines fréquences. Là, il faut toujours garder à l'esprit que le support physique sur lequel on véhicule les signaux, il est potentiellement absorbeur de certaines fréquences. Alors, mis à part le vide spatial, l'air, ça a beau se comporter à peu près comme le vide, l'air, il y a des nuages, les nuages c'est de la vapeur d'eau, la vapeur d'eau, ça absorbe les micro-ondes en particulier, comme dans un four à micro-ondes, donc les fréquences du four à micro-ondes ne sont pas appropriées pour transmettre des informations au travers des nuages, en tout cas pas efficacement. De la même manière, je vous ai parlé des grandes ondes qui se réfléchissent sur les couches hautes de l'atmosphère. Forcément, si elle rebondit sur les couches hautes de l'atmosphère, c'est pas des fréquences tout à fait appropriées pour dialoguer avec des satellites. Donc voilà, il y a quand même des règles à garder à l'esprit. Là, c'est une règle également physique qui évite des distorsions entre la fréquence la plus basse et la fréquence la plus haute qui va être transmise dans un signal. Si la bande occupée est de faible largeur, on peut supposer que toutes les fréquences seront soumises au même gain et au même déphasage dans la réponse en fréquence du canal de transmission qui se comporte comme un filtre, et que donc au niveau récepteur, la réception se fera assez simplement, il n'y aura pas à faire des gros efforts de remise en forme du signal pour pouvoir récupérer l'information. Donc voilà. Pour cette question-là, c'était juste ça qui était demandé. Donc on en arrive maintenant à la démodulation de fréquence. Donc la démodulation de fréquence, là ce qu'on utilise c'est une PLL dont le schéma de principe est donné ici. Vous avez un comparateur de phase
associé à un correcteur et un VCO, et le comparateur de phase utilisé ici, c'est un multiplieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va traiter des signaux qui sont sinusoïdaux. Donc, c'est pas forcément la solution la plus courante, mais c'est celle qui se prête le plus facilement à des calculs, typiquement dans des exercices. Donc, on va analyser morceau par morceau ce circuit. D'abord le multiplieur. Donc le multiplieur, on considère qu'il multiplie deux sinusoïdes entre elles, et on va étudier la PLL d'abord en configuration verrouillée. Ça veut dire que la fréquence de sortie et la fréquence d'entrée sont les mêmes. Donc la fréquence du VCO va suivre la fréquence qu'on applique en entrée. Donc fréquence qu'on note F0 ici. Et donc on se lance dans le calcul. Vx de t est égal à Km VE max Vs max. Donc je rappelle pas la formule de trigonométrie, cos A fois cos B, mais là cos B c'est cos A aussi. Donc on va avoir du 1 demi de cos A plus A, donc cos 2A, plus, oui donc au passage, A c'est 2pi F0t plus phi. Ah pardon, oui, autant pour moi, en plus j'ai fait un gros raccourci de calcul. C'est pas le même, c'est A et B. C'est deux choses différentes. Il y a 2pi F0t plus phi E et 2pi F0t plus phi S. Donc c'est A et B. Donc on va avoir A plus B plus cosinus de A moins B. Mince. Pas indispensable, mais avec les couleurs, c'est toujours mieux. Et donc A plus B, donc là je mets plus de couleur quand même, ça fait 2pi fois 2f0. Je préfère l'écrire comme ça pour bien identifier la fréquence. Donc ça c'est la fréquence. Et A moins B, 2pi f0t moins 2pi f0t, ça s'en va, il va rester phi E moins phi S. Donc c'est une constante. Donc ça c'est les deux remarques à faire. Un terme qui est de fréquence 2f0 et un terme constant. Donc c'est pas pour rien qu'il faut le noter ça, parce que à la question d'après, on va s'intéresser au correcteur C2P qui se trouve juste derrière le multiplieur, et on vous dit que en supposant dans un premier temps que le correcteur C2P est un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure, comme par hasard, inférieure à 2f0, donnez l'expression de V. Alors c'est pas Vx d'ailleurs, c'est Vu. De Vu de t. Vx de t c'est la sortie du multiplieur, Vu de t c'est la sortie du correcteur. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc on va avoir Vu de t qui est égal à uniquement le deuxième terme. Parce que le premier terme étant de fréquence 2f0, il sera coupé par le filtre. Et donc il va rester du Km Ve max Vs max sur 2 cosinus phi E moins phi S. Et donc, phi E moins phi S, c'est ce qu'on note delta phi dans l'énoncé. Et on vous donne Ve max, Vs max et Km. Ve max égale Vs max égale à 10 et Km égale 1 dixième. Donc en fait ça va faire 10 fois 10
10 fois 10 sur 10 divisé par 2, ça fera 5 volts. Donc la caractéristique de VU de delta phi, donc en fonction de delta phi, eh bien ça va avoir cette tête là. Plus pi, moins pi. Pour ces deux valeurs là, on aura moins 5 volts. Pour VU, pour delta phi égale 0, on aura plus 5 volts. Et on aura 0 pour plus pi sur 2 et moins pi sur 2. Voilà. Donc une fonction cosinus. Ensuite, nous allons traiter ici le VCO, dernière étape de notre boucle. Donc le VCO, là, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors je vais réécrire parce que c'est un peu flou. Là, c'est Fs, KVCO fois VU plus Fn. Donc en fait, la fréquence de sortie du VCO, c'est une fonction affine de la tension appliquée en entrée. Quand on a une tension en entrée qui est nulle, on aura une fréquence qui est la fréquence naturelle, Fn. Et puis, il y a une variation linéaire de la fréquence en fonction de VU qui est apportée. Donc là, on donne cette relation, donc c'est un circuit intégré qui va avoir ce comportement-là, et on vous demande de déterminer les paramètres du VCO nécessaires, donc qui sont KVCO et Fn. Donc qui sont des valeurs à régler. Normalement, quand vous achetez un circuit intégré PLL qui contient un VCO, il y a des composants externes, des résistances, des condensateurs, éventuellement des bobines à mettre autour pour régler la fréquence et en fait, la plage de variation de fréquence. Et donc, la première des choses à savoir, c'est entre quelle fréquence et quelle fréquence on souhaite faire varier notre VCO. Faire évoluer notre VCO. Donc là, on veut que ça varie entre 88.1 et 88.9. En considérant des amplitudes de 10 volts pour les deux signaux d'entrée et de sortie de la PLL. Donc exactement les conditions qu'on a appliquées pour le calcul précédent. Donc les tensions d'entrée et de sortie sont de 10 volts. Le Km, bon, il vaut un dixième, ça c'est fixé par le multiplieur. Et on a vu que en fait, la tension VU pouvait varier entre moins 5 et plus 5 volts. Ça veut donc dire que pour VU compris entre moins 5 et plus 5 volts, on veut Fs compris entre 88.1 et 88.9 MHz. Et donc, on va servir de ça pour régler notre VCO. Donc, Fs en fonction de VU, vous allez avoir une courbe qui a cette tête-là. Donc, avec une ordonnée à l'origine qui est Fn et une pente qui est KVCO. Et la seule chose que vous avez à noter, c'est que pour plus 5 volts, vous voulez, donc on suppose que KVCO est positif. On pourrait faire le choix KVCO négatif aussi. Mais bon, 88.9, donc là c'est des mégahertz. Ici c'est des volts. Et donc de l'autre côté, on a moins 5 volts qui doit correspondre à 88.1 MHz. Donc là, bon, il n'y a pas besoin de se lancer dans des grands calculs pour s'apercevoir que le 0 volt, c'est à mi-chemin entre moins 5 et plus 5. Et ça donne Fn. Donc le Fn doit être à mi-chemin entre 88.1 et 88.9. Conclusion, que vaut Fn? C'est une question. 88.5. 88.5.
Et ensuite, on doit identifier KVCO. KVCO, c'est un delta Fs sur un delta Vu. Et donc, il est facile de voir que pour un delta Vu de 10 volts, on a un delta Fs qui est de 800 kHz. Conclusion, on trouve 80 kHz par volt. Donc voilà les deux paramètres que l'on va devoir régler au niveau de notre PLL. Une fréquence centrale de 88.5 MHz et une pente de variation de fréquence de 80 kHz par volt. Donc une fois qu'on a dit ça, il ne reste plus qu'à modéliser notre PLL. Donc on va commencer par la fin. On a montré que notre VCO, il nous donnait une fréquence de sortie qui était égale à Fn plus KVCO fois VU. Ça, c'est notre VCO. Ensuite, on avait un correcteur de phase qui était un ensemble un comparateur de phase. Donc en fait, c'était multiplieur plus un filtre passe bas qui réalise une fonction de comparaison de phase entre phi-e et phi-s, donc qui donne un delta phi, et ce delta phi, il passe dans une boîte, alors je mets une double boîte pour indiquer que c'est une fonction non linéaire qui vaut 5 fois cosinus de delta phi. Et ça nous donne VU. Donc qui dit boucle à verrouillage de phase dit boucle. Donc il faut reboucler. Le souci c'est que phi-s et fs c'est pas la même chose, donc on peut pas boucler comme ça. Il faut rajouter quelque chose. Alors, rappel du cours. La définition d'une fréquence instantanée. Par définition, c'est 1 sur 2pi d phi instantané sur dt. Alors, le fait est que là, notre entrée, c'est plutôt... la sortie ici, c'est une fréquence. Et on veut le réinjecter et que ça devienne une phase. Donc en fait, il faudrait écrire phi indice i en fonction de fi. Donc phi indice i, c'est 2pi fois intégrale de f indice i de taux des taux. Phi de t égale. Donc, donc 2pi intégrale de. Donc voilà, ça c'est un modèle de notre PLL, un modèle non linéaire. Donc si vous avez déjà fait de l'automatique, par exemple UVSY4, hein, donc à l'UTC, il n'y a pas 36 UV d'automatique que vous pouvez suivre, automatique linéaire, donc SY4, et pour ceux qui font la filière Mars, il y a la version appliquée à la commande de machine électrique, MC6, vous faites normalement pas d'automatique non linéaire. Donc il n'y a pas 36 manières d'étudier ça, normalement il faut linéariser. Donc pour linéariser, il faut considérer un point de fonctionnement. Donc là, en considérant que la PLL est verrouillée, donc toujours même fréquence en entrée et en sortie, et que le signal d'entrée est de fréquence variable proche de 88.5 MHz. Donc ça correspond à VU à peu près égal à 0.
linéariser la relation VU égale F de delta phi autour du point de fonctionnement considéré. Donc là, je vous rappelle la caractéristique. Vous avez VU ici. Non. Vous avez delta phi ici. Vous avez VU là. Et donc la courbe, ça a cette tête-là. Plus pi, moins pi sur 2, plus pi sur 2, plus 5, moins 5. Donc là, très clairement, si on veut VU égale à 0, il y a deux solutions. Soit moins pi sur 2, soit plus pi sur 2. Donc la question à se poser, c'est quel point de fonctionnement? Et donc, pour répondre à cette question, en fait, il y a à se poser la question, c'est quel type d'équilibre? En fait, quand vous allez travailler à VU égale à 0, delta phi égale à moins pi sur 2 et delta phi égale plus pi sur 2, ce sont deux points d'équilibre, mais il y en a un qui est stable et l'autre qui est instable. Donc, pour y répondre à cette question, il faut faire une hypothèse, c'est de dire que KVCO est positif, hein. Donc, et faire un petit raisonnement de variation. Donc, rappel. Donc delta phi c'est phi e moins phi s. Quand delta phi augmente, ça veut dire que on aurait tendance à avoir un phi e, un phi s qui prend du retard. Et donc ce qui est équivalent à dire que fs est trop faible. Et ben donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on est capable de rattraper avec le système, en considérant un point d'équilibre donné, est-ce que le système va rattraper ce retard? Donc, bah, on va essayer le premier point de fonctionnement, celui-là, le point A, ici le point B. Donc, considérons qu'on a un delta phi qui augmente. Donc, on part de plus pi sur 2, et donc delta phi augmente. Ça implique que VU diminue. Si VU diminue, ça implique que FS diminue si KVCO est positive. Et donc, bah, c'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Delta phi augmente, ça fait un VU qui diminue, un FS qui diminue. Or, delta phi qui augmente, c'est un phi S qui est en retard, et donc un FS qui est trop faible. Il faudrait aller dans l'autre sens. Là, on aggrave la situation. La fréquence diminue encore, ce qui fait que ça va aggraver le retard. Donc, a priori, point instable. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que le point B est mieux? Delta phi augmente, ça implique un VU qui augmente. Et donc, ça implique un FS qui augmente. Donc, évolution dans le bon sens. Ça, c'est un point stable. Donc la conclusion de cette petite analyse de variation, c'est que le point d'équilibre stable, ça sera un delta phi égal à moins pi sur 2 pour ce point de fonctionnement. Donc là, je reprends le tracé.
Et donc là, j'ai pas besoin de redessiner la partie qui m'intéresse pas, hein, donc c'est une zone stable pour KVCO positif. Si on avait eu un KVCO négatif, en fait la zone stable ça aurait été de l'autre côté. Et donc on choisit de travailler autour de ce point de fonctionnement là. Et donc linéariser, ça va consister à calculer la droite qui est tangente à la courbe et qui passe par ce point là. Donc VU est à peu près égal à la pente de ça, c'est combien? On va essayer d'aller à l'essentiel, hein. C'est 10 sur pi. Non. 5 fois cosinus θ, vous le dérivez, ça va faire du moins 5 sinus θ. Et moins 5 sinus θ pour θ égale moins pi sur 2, ça fait 5. Donc c'est une droite de pente 5 qui passe par 0 pour delta phi égale moins pi sur 2. Donc l'équation de la droite c'est ça. VU est à peu près égal à 5 fois delta phi plus pi sur 2. Il suffit de prendre delta phi égale à moins pi sur 2, ça fait bien 0. Donc là c'est la forme linéarisée. La souris elle est là. Et donc proposer un schéma bloc de la PLL verrouillé autour de ce point de fonctionnement, etc. etc. Donc c'est pas delta, c'est phi E avec un signe plus, phi S avec un signe moins. Ça c'est delta phi. Delta phi plus pi sur 2. On le multiplie par 5. Ça donne VU. VU, on le multiplie par KVCO. On lui ajoute Fn. Et ça vous donne Fs. Et donc après, on le fait passer dans un intégrateur, ça donne phi S. Et voilà. Et au passage, hein, le phi E, il n'y a pas de secret non plus. Hein, si vous avez une fréquence d'entrée, vous l'intégrez, vous multipliez par 2 puis vous l'intégrez, ça vous donne un phi E. Et au passage, on vous dit que vous avez un vrai correcteur qu'on vient rajouter en plus du filtre passe-bas. Et le correcteur, il vient se mettre là. Hein, c'est 0, 2p. Donc ça, c'est 2pi sur p. Hein. Et ça aussi. Donc là, ça commence à ressembler à un schéma bloc sur lequel vous pouvez faire une analyse de stabilité, de rapidité, etc., etc. Et utiliser des outils de l'automatique linéaire. Donc voilà, pour le fonctionnement de la PLL verrouillée. Maintenant, en admettant que le correcteur permet un fonctionnement stable de la boucle annulant l'erreur de phase, que peut-on dire du signal VU par rapport au signal transmis par l'émetteur avant la modulation FM? Si vous admettez que phi S et phi E sont égaux, alors ou à la limite ça n'a même pas besoin d'être égal, le phi E moins phi S est constant, ça veut dire que les fréquences sont les mêmes, c'est ça que ça veut dire. Si la PLL est verrouillée, FE est égal à FS à chaque instant.
et c'est pas des constantes en fait, hein, c'est FE de t est égal à Fs de t. Ça veut donc dire que le FE, il a été élaboré par un VCO qu'on a attaqué avec un certain signal. Eh bien, ça veut donc dire que VU, il est à l'image du signal utilisé pour moduler FE. C'est donc la sortie du démodulateur FM. Donc notre sortie, c'est VU. Oups. Donc VU est la sortie de notre démodulateur FM à l'image du signal transmis par le modulateur. Bon, j'ai pas fait beaucoup mieux que mardi, j'ai encore un peu débordé, donc je vais rapidement vous donner la solution de la partie 5. Donc en sortie du démodulateur FM, on admet qu'on a un signal qui a un spectre tel que celui qui est indiqué sur ce slide. Vous avez un signal G plus D qui est en fait un signal monophonique audio directement exploitable. Ensuite, un peu plus haut en fréquence, à 19 kHz, vous avez une raie, une sinusoïde pure, qu'on appelle sous-porteuse. Et autour de 38 kHz, c'est-à-dire 2 x 19, vous allez avoir un signal audio qui a été modulé en amplitude sans porteuse. Il va falloir la refabriquer à partir du 19 kHz pour faire la démodulation. Et donc ce signal, c'est G plus D, gauche moins droite. Alors que c'est G moins D, gauche moins droite, alors que G plus D, c'est gauche plus droite. Et donc à partir de tout ça, il va falloir faire un démodulateur FM stéréo. Alors, première chose, qu'est-ce qui se passe quand on a une structure monophonique? Donc le démodulateur FM vous donne le signal dont le spectre était précisé au slide précédent. Si on veut faire proprement les choses, on veut éliminer tout ce qui dépasse la partie audio, donc un filtre passe-bas qui laisse passer qu'en dessous de 15 kHz, et ensuite vous mettez un ampli, pas un ampli, un ampli. Donc c'est pas un schéma électrique, c'est un schéma fonctionnel. Donc suivi d'un haut-parleur. Et c'est tout. Donc ça c'est comment le faire proprement, mais donc s'il a été conçu avant qu'on ait eu l'idée de faire de la stéréo, en fait le filtre peut être omis. Car 19 kHz et au-delà est inaudible. Donc on n'a pas besoin de le filtrer, ça sera le haut-parleur et nos oreilles qui feront le travail. Et en ce qui concerne la réception stéréophonique, donc toujours le démodulateur FM, mais donc là il faut en fait définir plusieurs voies pour récupérer donc en dessous de 15 kHz le gauche plus droite, à 19 kHz un filtre sélectif qui nous permet de récupérer la sous-porteuse à 19 kHz,
Et ensuite, un filtre passeband centré autour de 38 kHz et dont la bande passante est de 30 kHz, qui va nous récupérer le gauche moins droite modulé en AM autour de 38K. Et donc après, il faut arriver à s'en sortir avec tout ça. Donc la première idée, c'est pour démoduler ça, il va falloir obtenir une porteuse à 38 kHz. Donc pour obtenir du 38 kHz, il faut faire du 2 x 19. Et donc pour faire du 2 x 19, il suffit de multiplier le signal par lui-même. Et donc là, vous allez avoir du cos A au carré. Et donc ça va faire du cos 2A plus cos 0 dans le développement de la formule de trigonométrie qu'on a déjà utilisée précédemment. Donc un signal de fréquence 2 x 19 kHz, ça c'est ce qu'on veut, plus un signal de composante continue. Ça c'est ce qu'on veut pas. Donc en fait, il va falloir mettre un filtre passe haut pour éliminer la composante continue. Et là, on récupère une porteuse à 38 kHz. Et donc cette porteuse à 38 kHz, si vous vous en servez avec le gauche moins droite modulé, eh bien vous allez faire une translation de plus 38 kHz, donc qui va vous amener à 76 kHz, donc un signal totalement inaudible. Et il y a une deuxième translation qui est de moins 38 kHz qui va vous ramener le signal gauche moins droite autour de 0. Et donc là, c'est ce qui nous intéresse. Donc si on veut éliminer la partie haute fréquence et récupérer uniquement la partie gauche moins droite démodulée, il faut juste mettre en œuvre un filtre passe-bas. Et donc là, vous allez avoir un gauche moins droite démodulé. Et donc avec le gauche plus droite et le gauche moins droite, bah, si vous faites du gauche plus droite plus gauche moins droite, donc gauche plus droite plus gauche moins droite, ça va faire 2 gauches. Vous mettez un ampli, vous mettez un haut-parleur, et donc là vous avez la gauche. Et si vous faites du gauche plus droite moins gauche moins droite, là vous allez récupérer 2 fois le signal de droite. Vous mettez un ampli, vous mettez un haut-parleur, et là vous avez la droite. Bon là c'est un peu tassé, mais voilà. Donc bien évidemment, j'ai pas raccordé les éléments entre eux. Le gauche plus droite, hein, ça vient de là. Et là aussi. Le gauche moins droite, ça vient de là. Et la sous-porteuse et la porteuse à 38 kHz, on la branche comme ça. Donc c'est relativement pas très lisible, c'est pour ça que j'ai évité, mais bon, au cas où vous n'auriez pas vu la démarche globale, c'est ça l'idée. Donc j'ai encore été 10 minutes trop long. Mais bon, donc est-ce que ça vous semble compréhensible? Vous êtes allé un peu vite à la fin, donc je pense que je regarderai l'enregistrement. Ok. Bon, l'idée c'est vraiment de voir que c'est un petit peu la philosophie de l'UV, hein, c'est les fonctions électroniques pour l'ingénieur. C'est un jeu de Lego, hein, donc une fois que vous avez des briques de base, vous les assemblez pour faire tout ce dont vous avez besoin. Donc le point délicat, hein, c'est essentiellement cette partie là pour passer de là à là. Le signal que l'on récupère au départ, donc au point, je vais l'appeler A, vous allez avoir un signal centré autour de 38 kHz
Et donc en bilatéral, vous allez avoir pareil du moins 38 kHz. Et quand vous allez aller à ce niveau-là, au point B, en fait, vous allez translater. Donc la partie à moins 38 va aller autour de 0. La partie autour de 38 va aller autour de 76. Donc ça, c'est la translation avec un signe plus. Et puis, il y a aussi une translation avec un signe moins. Donc cette partie-là va également aller autour de 0. Et la partie ici autour de moins 76. Il va y arriver 76. Et donc, ce qu'on veut à la fin, c'est ne récupérer que ça. Donc, il faut mettre un filtre passe-bas. Et donc, le signal obtenu ici, c'est ce qu'on peut avoir au niveau de ce point, on peut appeler C. Et pour les autres, vu que c'est le grand silence. C'est bon pour moi. C'est bon aussi, moi. Ok. Ça aussi. Ok. Bon, bah, c'était la dernière question. Donc, bah, on va s'arrêter là. Hein. Donc, le schéma, de toute façon, la correction, elle est. Alors, les symboles sont pas les mêmes, mais donc, quand on a des vagues et qu'on barre les vagues du haut et qu'on laisse le bas, c'est un filtre passe-bas. Quand on laisse celle du milieu, c'est un filtre passe-bande ou un filtre sélectif. Et puis, quand on laisse passer le haut, c'est un filtre passe-haut. Donc, bon, c'est tout pour la partie analogique. Et donc la fois prochaine, ce que l'on verra, c'est essentiellement la mise en forme de signaux en bande de base, signaux numériques, qui sont après modulés, hein, enfin qui peuvent être modulés, mais sur le principe, la modulation, elle est assez similaire à ce qu'on a en analogique. Le cœur de la partie numérique, c'est essentiellement la formation des signaux en bande de base. Et on verra aussi des choses qu'on applique plutôt en numérique, même si c'est applicable en analogique, qui sont ce qu'on appelle des modulations en quadrature. La modulation d'amplitude, en fait, vous pouvez utiliser une porteuse en cosinus et une porteuse en sinus. Et donc, on fait ce qu'on appelle de la MAQ, de la modulation d'amplitude en quadrature. Ce qui était un peu indirectement, enfin même pas indirectement, ce qui est exactement le cas de la radio logicielle. Hein. Je vous ai indiqué rapidement qu'il y avait deux voies ADC et deux voies DAC, et en fait on fait de la modulation et de la démodulation en quadrature avec ce genre de montage là, ce qui fait que tout se passe comme si on faisait des calculs en complexe avec deux signaux réels, et donc ça c'est très utilisé en numérique, parce que on transmet plusieurs bits à la fois, et donc pour ceux qui font MC7, ça leur rappellera des souvenirs de l'onduleur triphasé. On a des constellations de points dans un repère IQ, c'est pas du DQ comme en électrotechnique, hein, c'est du IQ, I pour in phase et Q pour quadrature, et donc on a un nuage de points qui servent à coder de l'information. Donc ça ressemble un petit peu à l'onduleur triphasé vu dans un repère diphasé. Donc voilà, c'est tout pour cette séance, donc qui était enregistrée, j'espère, correctement. Donc je vais arrêter l'enregistrement, et donc vous pourrez le revoir sur si ça s'est bien passé. De toute façon, je mettrai quelque chose sur YouTube pour cette séance là.